Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe présentement sur les marchés boursiers parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on voit les indices boursiers en baisse et on voit également que c'est la panique parce que tout le monde s'est habitué dans les derniers mois et même les dernières années à voir les marchés monter sans cesse. Si on fait un petit peu de recherche sur Internet, on va même commencer à voir des termes comme ralentissement économique ou même récession. Et donc, on ressent vraiment cet effet de peur qu'on a présentement sur les marchés. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est réellement le début d'une récession? Est-ce que c'est la fin du monde? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt tout simplement une opportunité d'achat? Eh bien, c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anthony Bouchard. Ça fait déjà presque 10 ans aujourd'hui que je fais du trading, dont 6 ans à temps plein. C'est mon activité principale et des corrections comme ça, eh bien, j'en ai vu tout plein. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter mon analyse de qu'est-ce qu'il y en est concrètement et surtout, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, guys, c'est une vidéo avec énormément de valeur. J'espère que vous êtes excités et on va vraiment remettre un peu les pendules à l'heure aujourd'hui. Donc, si c'est le genre de contenu, guys, que vous aimez, mettez un like sur la vidéo. J'apprécierais énormément. Et là-dessus, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, premièrement, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau des marchés en eux-mêmes, donc là, on est sur le S&P 500, qui est l'indice boursier américain principal, et c'est tout le temps là-dessus que je vais me référer aujourd'hui pour parler des marchés boursiers. Eh bien, on voit que depuis plusieurs semaines, eh bien, on a quand même une baisse qui est assez notable sur les marchés boursiers. Si on mesure ce mouvement, on parle d'une correction d'environ 10 ce qui est rien de gigantesque pour l'instant, mais quand même assez significatif, surtout que c'est un mouvement qui s'est fait seulement sur quelques semaines. Et donc, bien, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, pourquoi les marchés baissent en ce moment? C'est quoi qui a créé cette correction-là? Et donc, en comprenant cet aspect-là pour commencer, ça va déjà nous permettre de voir la situation de manière un peu plus claire. Donc, si on devait résumer qu'est-ce qui se passe en ce moment et surtout pourquoi les marchés sont en train de baisser, eh bien, il y a deux raisons principales à ça. Premièrement, on a la peur d'un ralentissement économique qui pourrait potentiellement être causé par les tarifs que Trump est en train d'essayer d'implémenter aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les tarifs que Trump veut mettre en place, eh bien, ça va créer un genre de ralentissement général et donc potentiellement nous plonger dans une récession. Mais donc, qu'est-ce qu'il y en est vraiment de ça? Est-ce que les tarifs de Trump, c'est si important? Est-ce que ça pourrait réellement, potentiellement, créer une récession mondiale? Eh bien, selon moi, la réponse est non. Tout simplement parce que, premièrement, Trump a souvent parlé de tarifs au niveau de 25 surtout pour le Canada, le Mexique et potentiellement la Chine aussi qui pourrait être impactée. En réalité, Trump a même mentionné vouloir mettre des tarifs réciproques, c'est-à-dire que peu importe ce que les autres pays vont mettre comme tarif aux États-Unis, eh bien, ils vont vouloir mettre la même chose. Donc, ça peut toucher potentiellement tout le monde. Mais donc, pour l'instant, on a surtout vu le Canada, le Mexique et la Chine étant, on va dire, les principaux objectifs de Trump. Eh bien, la réalité, c'est que est-ce que ça va changer toute la dynamique mondiale si on prend un pas de recul par rapport à la situation et qu'on oublie un peu tout le sentiment de peur qu'on a présentement? Eh bien, selon moi, la réponse est non. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vu parce que pendant le premier mandat de Trump, je tradais déjà sur les marchés et on en entendait sans cesse parler de l'histoire des tarifs, surtout avec la Chine à l'époque. Il y avait vraiment beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Mais malgré tout, eh bien, les marchés boursiers, dans les dernières années, depuis le premier mandat de Trump, eh bien, les marchés ont continué de monter. OK? Donc, est-ce que les tarifs, c'est réellement quelque chose qui peut changer la dynamique de l'économie mondiale et nous plonger dans une récession? Eh bien, sous forme de probabilité, la réponse est non. OK? Évidemment, tout est possible sur les marchés et au niveau de l'économie, mais en termes de probabilité, c'est beaucoup moins probable que ça arrive versus qu'au final, les tarifs, eh bien, ça n'ait pas un impact qui est si significatif que ça et qu'on oublie un peu cet épisode comme n'importe quelle autre chose qui a stressé les marchés dans les dernières années. Mais évidemment, si on fait juste regarder les réseaux sociaux ou lire des articles, eh bien, c'est pas ce qu'on voit. OK? Ici, j'ai trouvé un article qui date d'il y a quelques jours. On voit Donald Trump met la table pour une récession. Ici, on a le Fear and Greed Index, qui est tout simplement une mesure pour évaluer un peu la peur sur les marchés. On voit qu'on a en ce moment une peur qui est assez intense. Il y a une semaine environ, quand les marchés étaient encore en train de beaucoup baisser, on était vraiment dans le Extreme Fear juste ici. Donc, on avait vraiment une peur gigantesque sur les marchés. Et donc, évidemment, si on se fie juste à ça, eh bien, on a l'impression que c'est la fin du monde. On pense qu'on va avoir une récession, les tarifs de Trump vont amener de l'inflation, les prix vont monter et, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais donc, en réalité, eh bien, cette histoire de tarifs, selon moi, eh bien, c'est loin d'être aussi important que ce que souvent les gens peuvent le penser.
Parce qu'en réalité, eh bien, c'est pas la première fois qu'on voit des tarifs. OK, tous les pays ont des tarifs entre eux et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, est-ce que des tarifs de peut-être 5, 10 ou même 25 pourraient changer l'économie mondiale et plonger littéralement l'économie dans une récession? Eh bien, la réponse est non. Mais donc, maintenant qu'on a compris ça, eh bien, qu'en est-il d'un ralentissement économique? Est-ce qu'on est réellement en train de voir un ralentissement au niveau des données ou est-ce que, ben, encore une fois, c'est plus une peur qui est non justifiée? Eh bien, pour répondre à cette question, on va tout simplement regarder les données économiques et on va avoir la réponse sous nos yeux. Donc, au niveau des données économiques, on va principalement regarder les données aux États-Unis par rapport aux données de l'emploi et aux données de l'inflation. Et déjà, juste avec ça, on va être capable de quand même se faire une bonne idée de, eh bien, qu'est-ce qu'il y en est réellement. Donc ici, on a le taux de chômage aux États-Unis. On voit qu'on est à 4,1 présentement, ce qui, historiquement parlant, est très faible. Si on regarde les 10 dernières années, on voit qu'on est vraiment parmi les données les plus faibles qu'on a eues. Et par rapport à la Banque centrale, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, un taux de chômage en bas de 5 est considéré comme très bon et dans les objectifs donc de qu'est-ce qu'on veut avoir pour avoir une économie donc en santé. Donc un taux de chômage à 4,1 qui est, on va se le dire, plutôt stable. On voit que ça fait quand même plusieurs mois qu'on se maintient alentour de ça. Eh bien, c'est une donnée qui est très bonne et on est loin d'avoir un ralentissement économique. Souvent, quand on a réellement le début, soit d'une crise, d'une récession et ainsi de suite, le taux de chômage, on peut le voir monter à 5 7 8 10 puis ainsi de suite. Donc, à 4,1 eh bien, historiquement parlant, on est très faible et on est loin d'avoir quelconque stress à ce niveau-là. Au niveau de l'inflation, on voit que l'inflation, après la pandémie, avait beaucoup monté et par la suite, la Banque centrale avait réussi à faire rebaisser l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Puis on voit que l'inflation a baissé jusqu'à 2,4 annuel et qu'on s'est stabilisé aux alentours de 2,6 à 2,8 C'est un peu élevé, mais on est loin, encore une fois, d'avoir quelque chose qui est extrêmement problématique. Une inflation aux alentours de 2 à 3 c'est plus ou moins le range que la Fed veut avoir. En réalité, leur objectif, c'est 2 annuel, mais la Banque centrale a souvent toléré un petit peu plus que ça. Donc, c'est sûr qu'on est encore un peu élevé au niveau de l'inflation, mais on est très, très loin de données qui pourraient potentiellement amener une situation de crise ou réellement une panique par rapport à ça. Donc, l'inflation, ça va plutôt bien malgré tout. Et si on regarde aussi les ISM Services PMI et les ISM Manufacturing PMI, donc ça, c'est des données qui vont nous montrer un peu d'avance l'évolution du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qu'une économie va produire dans l'espace-temps d'un an. Les PMIs, juste ici, c'est des données qui sont extrêmement analysées et utilisées au niveau professionnel en institution. C'est moi-même quelque chose que j'ai appris avec mes propres mentors quand j'étais sur les trading floors de RBC puis à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et c'est des données qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on va être capable de voir 6 à 12 mois d'avance l'évolution du PIB. Et souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a un réel ralentissement économique, eh bien, les PMIs vont baisser en dessous de 50. Donc, le niveau des 50 ici, c'est vraiment le niveau clé à surveiller. À chaque fois qu'on a eu des ralentissements économiques importants dans les dernières années, eh bien, on a baissé en dessous de 50. Si on est au-dessus de ça, c'est qu'en général, ça va encore plutôt bien. Donc, si par exemple, on regarde un graphique long terme pour les ISM Services PMI, eh bien, on va voir qu'à chaque fois qu'on passe en dessous de 50, c'est vraiment là qu'on a des plus grosses corrections. Donc ici, c'était la pandémie, ici, c'était la crise financière de 2008 et ici, la bulle technologique en 2000. Donc ça, c'est vraiment les 3 dernières grosses corrections vraiment qu'on a eues sur les marchés. Donc, on voit qu'au niveau des services, eh bien, pour l'instant, on est à 53,5. On est au-dessus de 50. On n'est pas extrêmement élevé, fait qu'on n'a pas une croissance qui est incroyable, mais on est loin d'avoir un ralentissement économique. Donc, les services, c'est la donnée la plus importante parce que les services représentent à peu près 60% de l'économie américaine. On peut aussi regarder le manufacturing, qui est donc l'autre 40%. Et on voit que le manufacturing, on est à 50,3. On avait baissé un petit peu en dessous de 50, mais on voit qu'on a quand même bien remonté la pente dans les derniers mois. Et même si on avait baissé un peu en dessous de 50 ici, c'était pas une baisse qui était si significative que ça parce que, encore une fois, si on dézoome et on prend un peu de contexte, on voit que en 2000, en 2008 et en 2020, on avait baissé beaucoup plus bas graphiquement parlant que juste ici. Donc, on a eu un léger ralentissement sur le secteur manufacturier, mais on voit que ça s'est quand même bien repris depuis. Donc, si on fait juste regarder les données économiques froidement, sans aucune émotion, sans aucune crainte, quoi que ce soit, eh bien, on n'a rien qui nous laisse croire qu'on a un ralentissement économique. Tout simplement. Les données de l'emploi sont bonnes, les données de l'inflation sont
un peu élevés, mais c'est loin d'être si dramatique que ça. Et les PMIs sont au-dessus de 50. Où est le ralentissement économique? C'est pour ça, guys, que c'est super important de faire une analyse basée sur des données et non sur qu'est-ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, sur qu'est-ce qu'on peut voir dans des articles ou par rapport à ses émotions. Okay? La réalité, c'est que si on regarde ce que je viens de vous présenter, et c'est plutôt simple, comme vous pouvez voir comme analyse, les tarifs, c'est rien de bien nouveau, c'est rien qui va changer quoi que ce soit sur du long terme sur l'économie mondiale. Les données économiques aux États-Unis sont encore très bonnes en général. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une raison de paniquer et de penser qu'on va avoir une récession? La réponse est non. Le seul moment où ce qu'on pourrait vraiment voir potentiellement le début d'une récession, ça serait si les PMI baissent en dessous de 50 puis qu'on commence à vraiment baisser pendant plusieurs mois, le taux de chômage dépasse 5 ou on a un gros problème avec l'inflation, ou alors on a réellement quelque chose qui vient à briser dans l'économie, donc quelque chose de gros, OK? Mais donc, des tarifs sur quelques pays ou des tarifs réciproques et des données qui sont quand même bonnes, c'est rien en soi qui peuvent justifier une récession ou le crash de l'année. Donc, maintenant qu'on comprend ça et qu'on garde en tête qu'il n'y a pas vraiment de fortes raisons de croire que les marchés vont vraiment beaucoup baisser, eh bien, c'est assez incroyable de regarder les indicateurs, justement, de peur et de volatilité. Donc, ici, on est sur le VIX. Le VIX, c'est un indicateur de volatilité pour le S&P 500. L'idée, en fait, de ce graphique-là, c'est que quand les indices boursiers vont baisser, eh bien, souvent, la volatilité va augmenter. La volatilité, c'est la rapidité, si on veut, du mouvement. Et donc, ça vient toujours à augmenter quand les indices boursiers baissent, tout simplement parce que quand les indices baissent, on a de la peur. Souvent, c'est très émotionnel comme marché et donc, ça baisse plus rapidement que lorsque ça monte. Souvent, quand les indices vont monter, ça monte en escalier, puis quand ça baisse avec un ascenseur. Donc ça, c'est une citation qui est assez connue dans le monde du trading et des finances, mais bref, c'est réellement ce qu'il y en est. Et donc, c'est pour ça que lorsque les marchés boursiers viennent à baisser, souvent, le VIX va monter. Et donc, si on regarde le VIX sur du long terme, on peut voir que c'est vraiment un indicateur qui évolue de cette façon-là. On voit que les pics les plus hauts, c'est vraiment tout simplement les crises financières qu'on vient de regarder. Donc, en 2000, c'était quand même assez élevé. Ici, c'est 2008. Ça, c'est la pandémie. Et ça, c'était l'été dernier où on avait quand même eu une correction aussi avec beaucoup de peur là, sur les marchés. Donc, bref, tout ça pour dire que le VIX vient à augmenter lorsqu'on a une baisse sur les marchés. Et on voit que dans ce dernier épisode de peur, eh bien, on voit que le VIX est allé jusqu'à 28 environ, juste ici. Et c'est un niveau qui n'est pas si élevé, mais qui est quand même relativement élevé comparé à ce qu'on a eu récemment. Okay? Donc, on n'est pas dans des niveaux d'extrême peur, okay, comme on a déjà eu à quelques fois dans le passé, mais on voit qu'on est quand même relativement élevé historiquement parlant. Donc, le VIX a été quand même assez intéressant pour moi à surveiller. Un autre aspect que j'avais beaucoup regardé aussi, que j'ai trouvé fortement intéressant, c'est on voit cet indicateur-là juste ici. Donc, ça, c'est le RSI. C'est un des indicateurs les plus utilisés en trading. Et souvent, on voit que lorsqu'on dépasse, en fait, la ligne rouge juste ici, eh bien, c'est la zone qu'on appelle de survente, c'est-à-dire que le marché a eu peut-être une certaine exagération, si on veut, à la baisse. C'est le même principe ici pour la hausse, et donc c'est vraiment ce qu'on appelle un oscillateur, c'est-à-dire qu'il va varier aux alentours des 50. Et on peut voir ici qu'on est donc effectivement passé en survente récemment, puis c'est quand même quelque chose qui est assez significatif, parce que si on regarde le graphique toujours ici du S&P, on voit que c'est quand même un graphique qui remonte d'il y a environ 10 ans, puis on voit qu'en 10 ans, eh bien, c'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5 fois. OK? Bon, ça, on va compter ça comme une fois ici, puis ça également, là, c'est juste pour avoir une idée générale. Mais donc, en 10 ans, eh bien, on a eu le survente sur le RSI seulement 5 fois. Et donc, ça nous montre que le marché était vraiment, vraiment accentué à la baisse. Et donc, le plus que le marché baisse de cette façon-là, eh bien, le plus qu'on a de chance d'avoir un rebond qui est intéressant parce que le marché ne va pas baisser comme ça à l'infini, surtout si on n'a pas de raison concrète pour penser que le marché va baisser de cette façon-là. Donc, lorsqu'on prend tout ça en considération, c'est-à-dire une peur excessive des tarifs, des données économiques qui sont vraiment loin d'être si négatives que ça, le VIX qui avait beaucoup monté et le RSI qui était dans ses plus bas niveaux en 10 ans, eh bien, on commence à voir une idée se concrétiser, c'est-à-dire de tout simplement acheter les indices boursiers. Et vous allez voir que c'est exactement ce que j'ai fait et pour l'instant, ça paye plutôt bien. Mais donc, je vais surtout vous montrer eh bien, comment j'en suis venu à cette conclusion de me dire, OK, je vais entrer sur les marchés. Parce que c'est super important de comprendre eh bien, comment on analyse les marchés lorsqu'on a une correction comme ça. Un autre aspect que j'ai considéré, eh bien, c'est la ligne jaune que j'ai sur le graphique juste ici. Donc ça, c'est le 200 Moving Average. Donc c'est tout simplement une moyenne
moyenne mobile qui va suivre l'évolution du prix. Et le 200, ça signifie tout simplement que ça va prendre 200 jours et faire une moyenne par rapport à ça. C'est l'un des indicateurs les plus utilisés par les gestionnaires de portefeuille et c'est quelque chose qui est très, très bien respecté sur les indices boursiers. On peut voir en fait que la ligne jaune a souvent servi comme support tout simplement au marché et que lorsqu'on a vraiment brisé en dessous de la ligne jaune et qu'on est resté en dessous, eh bien, c'est là qu'on a eu des plus grosses corrections. Donc, on peut observer ça juste ici, on peut observer ça juste ici et ça également. OK? C'est arrivé aussi un petit peu juste ici, notamment. Mais on voit sinon que lorsqu'on est au-dessus du Moving Average 200, eh bien, souvent, on vient se poser dessus et ça nous donne des points d'entrée qui sont intéressants quand même là, pour du long terme. Et on voit ici que la dernière grosse correction vraiment qu'on avait eue, c'était en 2022. Et on voit que depuis qu'on est repassé au-dessus du 200 Moving Average, eh bien, ça l'avait servi de support ici et ici. On voit que ça peut le dépasser un peu et c'est pas quelque chose qui est forcément problématique, là. On s'entend, c'est pas un niveau qui est parfaitement précis, c'est plus une zone. Mais donc, on voit que récemment, eh bien, on est revenu se poser sur cette même zone et on voit que pour l'instant, eh bien, on a quand même réussi à remonter. Donc, alentour de ce niveau-là, c'était quelque chose qui pouvait commencer à m'intéresser. D'un point de vue purement technique aussi, on avait quand même un niveau qui était assez intéressant alentour d'ici. On voit qu'on avait quand même un beau niveau technique. Donc, en général, quelque part alentour de ça, eh bien, je me disais, OK, probablement que le marché va commencer à former un point bas et qu'on va peut-être remonter à partir d'ici. Un autre aspect encore que j'ai pris en considération, c'est tout simplement la profondeur de la correction qu'on a eue et la comparer en fait avec les dernières corrections qu'on a eues dans les dernières années. Donc ici, on avait la pandémie en 2020 et on voit que depuis ces points bas, eh bien, on a eu plusieurs baisses sur les marchés, évidemment. Et donc, ce que j'ai fait ici, eh bien, j'ai tout simplement mesuré la profondeur en termes de pourcentage pour chacune de ces corrections. Donc, on voit que dans les plus petites corrections qu'on avait, c'était des corrections peut-être de 5-6 %. La plus profonde ici a été de 19 %. Mais si on regarde vraiment chacune des données qu'on a juste ici et qu'on essaie de faire une moyenne, on va trouver qu'on a une moyenne aux alentours à peu près de 10 à 12 % plus ou moins. Donc, si on regarde le mouvement actuel, qu'on est aux alentours donc de 10 % en termes de correction, eh bien, c'est là que je trouvais que ça commençait vraiment à faire du sens de regarder pour un revirement, surtout comme on vient de le voir, qu'on était en survente sur le RSI, on avait atteint le 200 Moving Average et quand même un très beau niveau technique. Donc, en termes purement de probabilité et d'analyse technique, eh bien, ça me semblait être la zone la plus intéressante pour potentiellement se revirer par la suite. Et donc, par la suite, si on revient sur mon graphique principal juste ici, eh bien, ce que j'avais fait, c'est que je regardais également la tendance baissière qu'on avait en 4 heures et on voit que sur le RSI, toujours, on avait une divergence ici à la fin, ce qui est un concept extrêmement puissant. Une divergence, ça fait tout simplement, en fait, nous montrer que le marché, oui, est encore baissier parce qu'on continue de faire des nouveaux points bas, mais on a moins de force dans le mouvement. Parce que si on avait autant ou voire plus de force, eh bien, on serait plus bas sur le RSI. Donc, on voit que ça reste baissier, mais on a de moins en moins de force dans le mouvement. Et donc, quand on a eu un premier signe de retournement juste ici, après tous les autres éléments que je viens de vous présenter, eh bien, c'est là que j'ai rentré une première position long terme sur les indices boursiers. Et je vais vous faire apparaître à l'écran à l'instant le message que j'avais mis dans notre groupe de trading avec nos étudiants dans le programme de coaching. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes trades sont publiés en live dans notre groupe de trading. Donc, lorsque j'ai pris cette position, eh bien, j'avais fait une publication dans le groupe de trading pour montrer tout simplement donc aux étudiants, eh bien, quand est-ce que je rentre dans le marché et surtout, eh bien, pourquoi je le fais. Donc, on peut voir également la date là, sur ce message-là. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est à ce moment-là que j'étais rentré sur les marchés une première fois et par la suite, j'ai même réussi à exécuter un trade aux alentours de ces niveaux-là qui, comme on peut voir pour l'instant, est plutôt bien parti en profit. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas d'expliquer ce trade-là de A à Z, même si au final, c'est un trade qui est plutôt simple. Là. On avait la première jambe de hausse juste ici. On a fait une correction sur ce niveau technique-là. J'ai exécuté mon trade ici avec un risque en dessous des derniers points bas pour jouer le retour graduel du marché. OK, fait que bref, c'est rien de bien compliqué comme trade. Mais donc, ici, l'idée, c'était plus de voir, eh bien, comment qu'on analyse les marchés lorsqu'on a une baisse de cette façon-là. Parce que si on fait juste, encore une fois, regarder les réseaux sociaux, lire les journaux, on a l'impression que c'est la fin du monde, que c'est la panique et que, oh mon Dieu, tout va se planter. Mais en réalité, eh bien, plus souvent qu'autrement, c'est des situations où ce qu'on peut avoir des belles opportunités pour rentrer sur les marchés, surtout si les données économiques ne justifient pas une récession. Si on avait les données économiques qui étaient vraiment en train de baisser beaucoup, mon analyse aurait été différente. Mais en ce moment, on a une peur irrationnelle combinée à des données économiques qui se maintiennent très bien.
Donc, quand on met ces deux choses-là ensemble, eh bien, c'est vraiment là qu'on est capable de se dire, OK, eh bien, probablement que c'est une peur qui est un peu exagérée et qu'on va être capable d'aller chercher une autre opportunité par la suite. Donc, bref, maintenant qu'on a regardé tout ça juste ici, eh bien, quelle est la conclusion de mon analyse? Eh bien, personnellement, je pense qu'on a déjà potentiellement trouvé un point bas sur les marchés et qu'on est en train de graduellement remonter. Maintenant, de quelle allure va être cette remontée? C'est ça qui est plus difficile à estimer. Donc, est-ce qu'on va remonter tout de suite en flèche comme ça? Est-ce qu'on va peut-être y aller de façon un peu plus graduelle? Ou est-ce qu'on va tout simplement faire une plus grosse correction ici et peut-être rebaisser par la suite? Évidemment, tout est possible, mais dans tous les cas, eh bien, pour moi, le plus important, c'est d'être capable de trader cette remontée. C'était ça mon idée après cette baisse excessive et la peur qu'on a eue sur les marchés. Puis, comme on peut voir avec ce graphique-là, eh bien, comme j'ai dit, souvent, c'est la même chose. Souvent, on est des corrections qui tournent aux alentours, on va dire, en moyenne de 8 à 12 Et si les données économiques ne justifient pas une vraie baisse constante, eh bien, souvent, c'est des opportunités d'achat. On a eu la même chose à plusieurs reprises dans les dernières années. Et si on applique un peu le même style d'analyse, eh bien, on est capable souvent de se positionner vers les points bas de ces corrections et avoir des très beaux trades par la suite. Et ça peut même être, comme je disais, des points d'entrée intéressants pour des positions long terme. Mais donc, tout ça pour dire que l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, guys, c'était vraiment de vous montrer comment on fait une analyse froide, OK, sans se faire influencer par les médias, ses émotions ou quoi que ce soit, de juste réfléchir. Est-ce que c'est si important ce qui se passe en ce moment? Est-ce que les données économiques nous montrent réellement un ralentissement? Si oui, OK, on peut être prudent, mais si la réponse est non, eh bien, on peut commencer à regarder pour des opportunités d'achat. Et vous avez vu qu'au final, mon analyse est plutôt simple. J'ai regardé la peur qui était assez excessive, notamment avec le Fear and Greed Index, le VIX et le RSI. J'ai attendu des confirmations techniques pour me positionner. Et globalement, c'est pas mal ça. Donc, au final, c'est rien de si compliqué, mais lorsqu'on est capable d'avoir quelque chose de froid et quelque chose de précis dans ce qu'on fait, eh bien, c'est comme ça qu'on peut aller chercher une constance sur du long terme. Bon, bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté de la valeur et peut-être même vous rassurer pour les personnes qui étaient peut-être un peu stressées par rapport à ce qu'on voit un peu partout sur les réseaux. Si vous avez apprécié, guys, la vidéo, évidemment, mettez-y un like. J'apprécierais beaucoup. Et là-dessus, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine vidéo.